introduction de cet ordre. D'abord, est-ce que vous m'entendez convenablement? Parfait. Top, super. Bon, la première chose, c'est de m'excuser de ne pas être avec vous ce soir, mais malheureusement, je devais être à Paris ce soir et demain, on est d'ailleurs convoqué par la ministre du Commerce qui est censée annoncer un certain nombre de choses. Sans avoir de budget, on va voir ce qu'elle est capable de nous proposer, mais pour tenter effectivement d'accompagner les stratégies territoriales de redynamisation, notamment des centres-villes. Merci pour votre accueil. Je confirme que je fais ça avec vous ce soir de manière tout à fait désintéressée. D'abord, en ce moment, nous ne travaillons pas à Clermont-Ferrand. Et ensuite, effectivement, je fais ça par amitié et parce que j'aime aussi partager avec vous, dans la deuxième partie, la manière dont vous avez appréhendé ces sujets. Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 50 ans, depuis peu, mais c'est rude. Et j'ai eu 3 vies professionnelles. Une première vie, effectivement, chez Michelin, c'est ce qui nous a rassemblés, et avec Clermont-Ferrand, et avec Jean-Michel, puisqu'effectivement, j'ai habité rue des Gras, rue Saint-Thérème, enfin un urbain, et je travaillais au Carme, donc un urbain, effectivement, qui vivait de ville à pied. Ma fille est sur la première page de la montagne, le jour de l'inauguration du tram, la photo, et le photographe a pris en photo, effectivement, le tram qui remontait vers la place de Jaude. Et au premier rang, il y a ma fille qui n'est pas vieille, donc le tram, ça doit avoir 18 ans ou 19 ans, parce que ma fille a 20 ans, et elle était toute petite, effectivement, le jour de l'inauguration du tram, de la première ligne de tram. Et puis, je suis ensuite parti m'occuper, effectivement, du développement du centre-ville de Toulouse pendant 10 ans, donc sur différents postes, et notamment d'accompagnement de toutes les stratégies d'espace public, de réglementation, etc. Je suis toulousain à la base, on ne parlera pas de soi, promis, mais effectivement, mon cœur est à Toulouse. Et puis, 10 ans après, donc sur cette dernière séquence de 10 ans, j'ai repris et j'ai racheté un cabinet de conseil. C'est une singularité. C'est un cabinet qui s'appelle AID et qui est un cabinet de conseil aux collectivités. Nous travaillons pour les acteurs publics, pour les villes ou pour les intercommunalités. Et on essaie de les aider sur tout ce qui les préoccupe en matière de commerce, de centre-ville, d'attractivité, d'économie de proximité, de marché, de halles, sur toutes ces thématiques-là qui sont aujourd'hui un peu plus à la mode qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Donc, effectivement, ce sujet me passionne. Je tente d'avoir toujours une logique un peu de veille sur la manière dont les centres-villes demain rendront service et quels services ils rendront. Mais effectivement, l'idée, et j'ai préparé quelques planches pour cette première séquence que je vais essayer de faire assez courte, mais qui va nous permettre malgré tout, comme le disait tout à l'heure, effectivement, je ne sais plus si c'est Yannick ou Jean-Michel, mais d'objectiver un tout petit peu ce qui est en train d'arriver à nos centres-villes de France. Puisque le sujet des centres-villes de villes moyennes est un sujet partagé. La situation de Clermont-Ferrand n'est pas singulière, effectivement. Alors, on verra ensuite que d'autres villes ont mis en place des stratégies et qu'il n'y a pas que de la fatalité sur ce sujet-là, qu'on peut piloter son centre-ville et qu'on peut mettre en place des politiques publiques volontaires pour tenter effectivement de conserver un équilibre. On va en parler. Mais on va simplement reprendre un tout petit peu quelques éléments très objectifs pour tenter d'expliquer ce qui est en train d'arriver effectivement à nos centres-villes en France. Là où je vous rejoins, c'est, je crois, Jean-Michel qui en a parlé, ville, c'est la forme urbaine la plus complexe, puisque c'est celle qui empile le plus grand nombre d'usages. Et on va en parler tout à l'heure, même si ces usages sont en train de s'appauvrir un petit peu dans les centres-villes, c'est bien ce qui explique notamment leur crise. Avant, pour venir voir une toile, globalement, pour venir au spectacle ou au cinéma, on n'avait qu'une seule opportunité, c'était de venir de très loin dans le centre-ville de Clermont-Ferrand ou dans les centres-villes pour aller au cinéma, pour aller au spectacle. Aujourd'hui, 2/3 des multiplexes et des cinémas ne sont plus dans les centres-villes. Donc, on va essayer de cette érosion des différentes fonctions du centre-ville. On va essayer de comprendre aussi pourquoi le commerce ne va pas bien, puisque une partie très forte de l'attractivité du centre-ville et de l'animation de ces rez-de-chaussée, c'est le shopping, c'est le commerce. Et aujourd'hui, il souffre beaucoup. Et il souffre de nos modes de consommation, de vos modes de consommation. Il souffre des choix que vous faites, des choix que je fais au quotidien, de consommer moins, de consommer différemment, de faire soi-même, d'acheter d'occasion, d'acheter en ligne pour un grand nombre, effectivement, de produits manufacturés, y compris sur des plateformes chinoises. L'actualité, évidemment, nous rattrape. Et en même temps aussi, de fréquenter beaucoup les zones commerciales, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le consommateur en France dit il faut sauver les centres-villes, mais les fréquente de moins en moins. Donc, c'est quand même une injonction contradictoire à laquelle on va nécessairement être confronté. Donc, on va, avec quelques planches, essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le commerce et les centres-villes. Et puis, je vais vous livrer de manière assez humble ce qui nous semble être
les 5 ou 6 leviers des centres-villes de demain. Et on en débattra évidemment ensemble si ça vous convient. Ça vous va? Oui. C'est toujours intelligible pour tout le monde jusqu'au bout, jusqu'au fond? On n'a pas toujours la 5G à Clermont-Ferrand, donc par moment, tu es un peu figé, mais t'inquiète pas, on t'arrêtera si on t'entend. Ouais, c'est pas mon image qui compte. Et puis si c'est tout à mon avantage, ça passe encore, mais si je grimace, bah, effectivement, on va écouter plutôt que regarder. Alors, j'ai préparé quelques planches que je vais partager avec vous. Tac. Est-ce que vous avez mes planches à l'écran? Formidable. Et est-ce qu'elles avancent? Est-ce que là, vous avez la présentation de mon entreprise, par exemple? Un centre-ville de Clermont-Ferrand. Donc, elle n'avance pas. C'est bien ce qui me semblait. Et là, ça marche? Faut peut-être couper ta caméra. Est-ce que vous voyez mes planches avancer ou pas du tout? Je manque de retour, je ne vous entends pas en fait. Non, non, ça n'avance pas encore. Bon, alors on a un petit sujet, effectivement, ça ne marche pas. Alors attendez, je vais tenter quelque chose. Hop, une petite... Ça ne marche pas. Bon, j'avoue qu'effectivement, cette plateforme m'est un peu moins familière. Je recommence. Je vais partager tout mon écran. Ben non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voyez là? La première page. Cœur de l'île de Clermont. Et est-ce que vous voyez la deuxième quand je décide effectivement de vous montrer la deuxième planche? Non. À gauche. On n'a pas encore. Attends. Tu descends de. C'est bon, ça bouge, ça bouge. Vas-y. Ça bouge, ça bouge. Il est vivant, ça bouge. Bon, si vous êtes sur la deuxième page, c'est la présentation de mon entreprise, mais j'en ai déjà parlé. Mais voilà, effectivement, je dirige ce cabinet qui, depuis 1973, tente d'aider les acteurs publics autour de tout ce qui les préoccupe en matière de commerce. Et nous sommes implantés à Lyon, Toulouse, Nantes et Paris, avec 25 consultants et consultantes qui travaillent sur ce sujet. Est-ce que vous voyez la page 3? Oui. C'est parti. Formidable. Un tout petit peu d'histoire. Pardon? Non, vas-y, vas-y. Un tout petit peu d'histoire pour simplement rappeler les grandes étapes de la question de la consommation et du commerce. On va parler évidemment des centres-villes, mais nous sommes certainement en train de vivre la troisième révolution commerciale de ces deux ou trois dernières centaines d'années, jusqu'à 1850, pour être très honnête. Et vous avez peut-être en tête la référence à la petite maison dans la prairie. Le meilleur produit, c'est celui que l'épicier du bas de chez soi a en stock et a à vous vendre. Donc, le consommateur n'accède pas au produit, on accède à un comptoir, l'épicier est derrière son comptoir, et en fait, pour s'habiller, pour se nourrir, le meilleur produit, c'est celui que l'épicier a à vous vendre. Tiens, j'ai 2 jolies robes, ou alors j'ai du beurre, ou alors j'ai de la farine. La question du choix, la question de l'accès, du libre-service n'interviennent que très tard. En 1850, les grands magasins, premier sujet, qui permettent effectivement tout d'un coup d'apporter de la diversité, du choix, et notamment la question qui s'installe petit à petit dans les années 1930 du libre-service, avec les supérettes et les premiers magasins populaires, avec notamment Prise Unique, qui est le premier effectivement à engager cette démarche, et Leclerc, qui est un opérateur de centre-ville à la base, les épiceries Leclerc qui commencent à travailler sur le prix, mais qui laissent là aussi le consommateur choisir ses produits directement en rayon. 1963, c'est très contemporain, c'est très récent, le premier hypermarché en région parisienne, Carrefour, et donc effectivement en accompagnant aussi les 30 Glorieuses, les congés payés, l'automobile, effectivement on commence à installer du commerce là où les gens partent vivre. Et donc effectivement les grandes surfaces en périphérie commencent à se développer. La troisième révolution, c'est certainement celle à partir des années 2000 du digital, et on va en parler tout à l'heure. Amazon a 25 ans, c'est un
un acteur qui aujourd'hui, effectivement, est important. Il y en a d'autres, mais en France, 15% du commerce de détail aujourd'hui passe par le e-commerce. Le commerce de détail, c'est 1000 milliards globalement, le chiffre d'affaires du commerce de détail en France. Ça veut dire que 150 milliards sont déjà préemptés par le digital. Et selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins nécessairement, quand vous vendez des livres, quand vous êtes libraire, à Clermont-Ferrand ou ailleurs, un livre sur 3 est désormais effectivement vendu en ligne. Et si vous comptez sur le fait qu'on lit moins qu'il y a 30 ans, ben le business des libraires, il est nécessairement aussi un petit peu challengé. Le digital, qui est aussi une opportunité, on en parlera nécessairement. Et donc, le modèle français a beaucoup évolué, puisque le nombre de points de vente, de magasins de détail, qui, au début des années 1900, était de près d'1,5 million points de vente en France, a dégringolé de moitié dans les années 2000. Par contre, on a une forme de ces commerces qui a beaucoup progressé. En 1920, 1,6 million boutiques et 40 000 seulement moyenne surface, donc des plus de 300 mètres carrés, qui représentaient 25 millions de chiffre d'affaires, de mètres carrés. Dans les années 2000, c'est l'inverse. Plus que 750 000 boutiques et par contre 80 000 moyennes surfaces qui représentent en plus non plus 25 millions mais 180 millions de mètres carrés, parking compris. Donc le modèle français, et j'insiste là-dessus, c'est un modèle qui est devenu un modèle périphérique. Et pour être tout à fait transparent, 2 chiffres éloquents sur le commerce physique, c'est-à-dire tout ce que les Français dépensent en dehors du digital, en dehors du e-commerce, mais en intégrant les drives par exemple. Aujourd'hui, 70% du commerce physique passe par les zones commerciales. Et aujourd'hui, les 4 marques préférées des Français sont 4 marques, 2 zones commerciales, c'est Leclerc, c'est Lidl, c'est Action et c'est les magasins de bricolage. Et aujourd'hui, ces 4 enseignes sont des enseignes, effectivement, de zones commerciales ou d'entrée de ville. Donc, on a un modèle français, et j'insiste, les Espagnols, les Allemands, les Belges, les Suisses n'ont pas le même modèle, où effectivement l'équilibre a été relativement préservé entre les centres-villes, l'endroit où j'habite et les zones commerciales qui sont un peu moins développées effectivement qu'en France. Mais comme finalement l'habitat s'est aussi développé en France en étalement urbain, les zones d'activité économique, l'emploi s'est développé en étalement urbain. Les zones commerciales aujourd'hui se sont développées en étalement urbain. Vous avez en tête les sujets liés à la loi ZAN, qui est devenue la loi Trace. Donc sur la fin de l'artificialisation du foncier en France, le constat était sans appel. Nous imperméabilisions, avant qu'on en prenne conscience, l'équivalent d'un département français tous les 10 ans, dans des zones d'activité économique, des zones commerciales ou du pavillonnaire pour accueillir de l'habitat individuel. Donc effectivement, ce sujet-là est un modèle français qui a montré ses limites, totalement urbain, on ne va pas revenir sur la crise des gilets jaunes, éloignement des services, éloignement des transports, 2 ou 3 voitures dans les familles, et dès qu'effectivement on touche notamment à la question du prix des carburants, on voit effectivement l'étincelle que ça a pu avoir. Et les territoires aujourd'hui sont effectivement au défi de cette révolution qui est liée à un moment singulier de récession, on consomme moins, de prise de conscience de l'impact environnemental qu'a mon achat, donc ce que j'ai appelé l'écologie, le digital, et la crise sanitaire qui a en plus effectivement accéléré un certain nombre de comportements d'achat. Ce sont des nouvelles règles du jeu pour la distribution, pour le commerce et donc en cascade pour les territoires qui subissent effectivement l'évolution des comportements et de la distribution. Pour aller vite, la consommation aujourd'hui en France est en berne. L'épargne des Français n'a jamais été aussi importante. Vous avez ces chiffres en tête, la presse en parle toujours, tous les jours presque. Il y a quelques jours, Villeroy de Galhau de la Banque de France disait que l'épargne de précaution des Français avait dépassé les 1600 milliards, que les livrets A étaient pleins à craquer. Et donc, c'est de la consommation qui ne se fait pas dans le commerce français. Dans cette consommation, évidemment, il y a des gagnants et il y a des perdants. C'est aussi lié à de la consommation de crise. Quand on va tout à l'heure parler des centres-villes, et la seule chose qui se développe dans les centres-villes, c'est de la restauration et des cafés, c'est parce que c'est le seul secteur qui se développe dans la consommation des ménages et dans la dépense des Français. On achète moins de biens culturels et en plus, on les achète en ligne. On achète beaucoup moins de prêt-à-porter, de chaussures, de maquillage, de parfumerie, de cosmétiques, etc. Beaucoup moins. Et pourtant, c'est ce qui représentait quasiment une boutique sur 3 dans nos centres-villes. Donc, sans surprise, elle souffre et elle ferme. À l'inverse, on dépense beaucoup plus d'argent aujourd'hui pour se retrouver, pour le lien social, pour la convivialité, dans des bistrots, dans des brasseries, dans des restos, dans des cafés.
Vous comprenez effectivement pourquoi les centres-villes sont en train de prendre aujourd'hui aussi cette direction. C'est lié finalement à une adaptation de la consommation des Français et des ménages. Dans les gagnants et dans les perdants, l'hypermarché est le grand perdant, évidemment, et la vente en ligne, mais aussi la proximité, les circuits courts, les halles sont plutôt les gagnants. Il y a eu un effet accélérateur de la crise sanitaire. On est revenu à des consommations un peu plus banalisées, mais globalement, les gens n'ont plus envie d'aller passer du temps dans les hyper et effectivement veulent gagner du temps. À côté de ça, et je vais très vite là aussi, on pourra répondre à vos questions, les élus n'ont eu de cesse de continuer à développer de manière assez folle des zones commerciales partout, 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 et complètement déconnectées et des besoins de consommation et de la démographie. C'est l'exercice qu'on a fait sur cette planche. Si vous êtes toujours à la planche numéro 11, et si la 5G me suit dans ma démonstration ce soir, on a tenté d'essayer de regarder depuis les années 2000 comment avait progressé la démographie. C'est la première courbe bleue, plus 0,6% par an, puisque s'il y a plus d'habitants, ça nécessite d'avoir plus de supermarchés, plus d'enseignes, plus de gros boulangers, plus de primeurs sur nos entrées de ville, etc. Mais elle est assez modeste, cette évolution démographique. La deuxième évolution, c'est celle des marchés de consommation, notamment en alimentaire, qui progressent un peu plus vite que la démographie. On consacre un peu plus d'argent, il y a quelques années, au bien manger et au choix, effectivement, de produits de qualité. Après, sanitaire, pour des questions de pouvoir d'achat, le bio, c'est un peu ramassé, mais il est en train de retrouver des couleurs après 18 ou 24 mois difficiles. À l'inverse, les surfaces commerciales ont progressé de 4% par an tous les ans ces 20 dernières années, en étant complètement déconnectés, effectivement, des besoins. Alors ça, c'est un sujet de la financiarisation de l'immobilier de commerce. On n'a pas le temps de le traiter ce soir, mais globalement, jusque dans les années 2010, c'était tous les ans 3 millions, 3 millions et demi, 4 millions de mètres carrés de nouveaux commerces dans nos entrées de ville, dans nos zones commerciales, ou accrochés à des départementales ou à des nationales. Puisqu'en plus, même le petit commerce a quitté nos centres-villes, a quitté nos cœurs de quartier et a tenté d'aller vivre sa vie accroché sur des ronds-points avec une offre de stationnement d'ultra proximité, puisque 60% des petits commerces de moins de 300 mètres carrés, depuis 10 ans, ne s'implantent plus ni dans les zones commerciales, ni dans les cœurs de ville, mais sur les départementales, sur les nationales. Et là, vous avez le meilleur exemple, c'est le gros boulanger. Alors, bon, c'est Marie Blachère, c'est toutes ces enseignes, effectivement, de grosses boulangeries qui tentent de profiter des flux domicile-travail, des flux routiers, accrochés, effectivement, sur un rond-point. Et donc, l'impact et les conséquences, vous allez voir qu'on va vite arriver à la question de la situation des centres-villes, parce que ce sont ceux qui ont résisté le moins bien à tous ces enjeux, c'est que la fréquentation des points de vente s'est effondrée. Sur une base 100, il y a effectivement 10 ans, aujourd'hui, on a des points de vente dans les centres-villes, c'est la courbe blanche, jaune, rouge, je vais y arriver. La fréquentation des commerces de centre-ville s'est effectivement effondrée de 40%, et celle des commerces de zones commerciales ou de centres commerciaux de 30% entre 2013 et 2021. Donc, qui dit baisse de la fréquentation, dit globalement baisse du chiffre d'affaires. Et donc, sans surprise, toutes ces enseignes que vous avez sous les yeux ont soit disparu, soit sont effectivement en grande difficulté. Et on peut rajouter l'actu de ces dernières semaines avec le comptoir des cotonniers, avec les enseignes effectivement notamment de dessous qui sont en train de déposer le bilan, ou même Casa qui a annoncé la semaine dernière effectivement qu'il déposait le bilan. C'est un tsunami. Hein. Lui, quand certaines enseignes qui sont sur cette planche comme Camailleux décident de fermer 900 boutiques, c'est un mail qui part à la direction du magasin le jeudi. Le vendredi, tout le monde reçoit sa lettre recommandée. Et le samedi soir, c'est fermé. Et aujourd'hui, il y a eu plus de 7 ou 8 000 points de vente ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont fermé suite effectivement à ces stratégies d'enseigne qui, suite à l'évolution des consommateurs, à la baisse de consommation et à l'évolution des comportements liés au digital notamment, ont souffert et effectivement ont déserté nos centres-villes, nos galeries marchandes ou nos zones commerciales d'ailleurs. Bon. Malgré tout, c'est essentiellement du prêt-à-porter qui a souffert, beaucoup de jouets aussi. Hein, le marché du jouet est beaucoup challengé par le digital notamment. Et donc, dans les enseignes, là, on voit des enseignes de produits culturels, de boulangerie, Chapitre, Furet du Nord,
de prêt-à-porter, beaucoup quand même, qui étaient surreprésentés dans nos centres-villes. Et deuxième conséquence, la vacance commerciale progresse partout dans nos centres-villes. Là, vous avez deux planches qui étaient des planches que l'État avait diffusées effectivement au moment de cette prise de conscience, 2011-2016. En 2011, beaucoup de villes sont au rose ou au bleu, ça veut dire que la vacance commerciale est très mesurée. En 2016, 5 ans plus tard, regardez de villes dont la vacance avait en rouge dépassé 10% de locaux vacants. Mais 10%, on n'y est plus. Hein. La vacance aujourd'hui, elle est entre 15 et 20% dans les villes moyennes en France. Et aujourd'hui, mon cabinet travaille dans une centaine de villes par an. Et dans certaines villes de la trajectoire aride de l'Est de la France, du Nord de la France ou du centre de la France, on peut toucher 40% de locaux vacants. Hein. Quand vous êtes en Moselle, à Forbach ou à Saint-Avold, on a des missions d'accompagnement de stratégie de revitalisation, une boutique sur deux fermée dans les centres-villes. Une sur deux. Donc là, évidemment, c'est des déflagrations en quelques années pour nos centres-villes, mais pour nos zones commerciales, pour les galeries marchandes qui, elles aussi, souffrent. Elles se défendent mieux, par contre, on va en parler. Les conséquences, on vient d'en parler, c'est que dans nos centres-villes, et ça, alors la planche n'est pas très fun, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le shopping plaisir, l'habillement, le vêtement, etc., c'est la première courbe bleu ciel en 2015, qui représentait 21% de l'offre de nos centres-villes, ne représente plus en 2024 que 15% de l'offre de nos centres-villes. Dans les grands centres-villes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, c'est même de passer de 30 à 15. À l'inverse, la seule courbe qui progresse, on vient de se le dire, c'est café, restaurant, qui représentait 15% de l'offre des centres-villes en 2015 et qui aujourd'hui sont entre 20 et 25 selon effectivement la configuration des centres-villes. Mais c'est aujourd'hui le premier secteur d'activité de nos centres-villes alors que c'était le prêt-à-porter qu'il était jusque-là. Et donc, les usages de nos centres-villes sont en train d'être très challengés. Historiquement, et c'est là le radar de gauche, les centres-villes jouaient une partition globale sur toutes les fonctions de la ville. Quand tout à l'heure, on disait que c'était la forme urbaine la plus complexe, parce que globalement, pendant des années, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, pour se soigner, pas d'autre choix, on venait en ville pour rencontrer les toubibs. Pour étudier, pas d'autre choix, c'était en ville que ça se passait. L'habitat, alors c'est plus vieux que ça, hein, mais l'habitat effectivement pavillonnaire, c'est depuis les années 60 effectivement que l'habitat a déserté nos centres-villes. Et d'ailleurs, la vacance dans le commerce, qu'on peut trouver dans beaucoup de villes moyennes, est aussi très présent dans l'habitation, dans le logement. Alors on le voit moins parce qu'il faut lever le nez et qu'effectivement on ne voit pas toujours quand un logement est vide dans les étages, mais on a des villes aujourd'hui moyennes en France dans lesquelles on va trouver 20 à 25% de logements vides dans les centres-villes. Les services publics, c'est plus général hein, globalement, mais on a effectivement un resserrement des services publics, même si l'État a un peu réagi dans les petites villes, les villes moyennes, avec les maisons France Service, avec un certain nombre d'initiatives. Pendant très longtemps, les jobs étaient en ville. Ils se sont aussi un peu nécessairement évadés vers les entrées de ville. Pour les transports en commun, il fallait souvent passer par les centres-villes. Ça reste souvent encore le cas. Pour se cultiver, pour se détendre, c'était effectivement un grand nombre d'initiatives ont été aussi prises en dehors des centres-villes. Le shopping, c'était en centre-ville que ça se passait. Les loisirs, c'était en centre-ville que ça se passait. Pour se retrouver, c'était en centre-ville que ça se passait. Ces fonctions ont tendance effectivement à se rétracter dans nos centres-villes. Donc on perd de la part de marché, on perd de l'attractivité et donc certains centres-villes sont devenus évitables. Dans nos enquêtes, quand on interroge sur un territoire assez large, comme peut-être l'agglo de Clermont, on est en métropole à Clermont-Ferrand, c'est une métropole? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, sur l'Interco ou sur le bassin de vie, quand on interroge un nouveau ménage qui est venu habiter à Cournon, à Châtel-Guyon, etc., on leur demande à quelle occasion ils ont été amenés à aller dans le centre-ville de Clermont. Ce qui est fou, c'est le nombre de réponses, et c'est assez nouveau, le nombre de réponses de familles, de couples qui nous disent « Je n'ai jamais eu ni besoin, ni envie de fréquenter effectivement le centre-ville. J'ai trouvé ce que j'avais besoin à proximité, pas loin de chez moi, ou effectivement à proximité, ou alors le digital m'a apporté des services bancaires, services postaux, etc. Ou
rendez-vous avec des toubibs, nécessairement aussi via le digital. Et donc, je n'ai eu ni besoin, ni envie de fréquenter effectivement le centre-ville. À l'inverse, les zones commerciales, les centres commerciaux, quand je disais tout à l'heure qu'ils résistaient un peu mieux parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils ont un propriétaire, parce qu'ils ont un gestionnaire, parce qu'ils tentent de réagir, ils sont en train d'aller chercher de la santé, du loisir, de l'offre culturelle, parce qu'ils se rendent bien compte que la seule raison de la consommation pour les fréquenter n'est plus suffisante. Et pendant la crise sanitaire, ils ont fait partie des non essentiels, et donc ils ont dû fermer. Et ils se sont rendus compte de leur dépendance à cette seule vocation de la consommation et du commerce. Donc aujourd'hui, quand vous atterrissez à Nice, à Saint-Laurent-du-Var précisément, sur un des plus gros centres commerciaux de France qui s'appelle Cap 3000, il y a la plus grosse pharmacie d'Europe aujourd'hui chez Cap 3000, 3500 mètres carrés. Et de l'autre côté du centre commercial, vous avez effectivement une maison de santé de 4000 mètres carrés avec 35 professionnels. Et ils ont effectivement notamment insisté sur le fait que la santé était une raison de venir faire venir les gens dans le centre commercial. Alors, ces prises de conscience, elles ont été assez fortes depuis une quinzaine d'années. Il y a 2 ou 3 rapports, des publications, des journalistes qui ont un peu alerté. Et donc, avant le premier mandat d'ailleurs de Macron, la DGE, l'INSEE commencent à ouvrir quelques rapports, attention, quelques notes blanches qui partent au gouvernement en disant attention, la revitalisation commerciale, le désengagement, les villes moyennes, qui pressentaient d'ailleurs les gilets jaunes, pour être honnête. Sur le premier mandat de Macron, dans son programme, il n'y avait rien sur les villes moyennes. Mais très vite, c'est le ministre Mézard, d'ailleurs, je crois, qui était à l'époque un Auvergnat, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, a lancé un programme qui s'appelle effectivement Action Cœur de Ville. Et puis petit à petit, d'autres programmes se sont lancés, Petite Ville de demain, Village d'avenir, des assises, des publications, des dispositifs qui font qu'aujourd'hui, l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires soutiennent de l'ingénierie, des projets et aident les collectivités, forment des managers de commerce, des managers de centre-ville, cofinancent des postes pour aider les élus à essayer effectivement de ne pas trop subir. Parce que, et c'est presque ma dernière planche, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de ne pas trop subir. Le législateur n'a eu de cesse de mettre à la disposition des acteurs publics. Et on va voir demain ce que nous prépare Véronique Louwagie. Il a fallu que je gratte un tout petit peu pour comprendre comment s'appelait notre ministre du Commerce. En même temps, elle change trop vite en ce moment. Mais effectivement, le législateur, depuis une vingtaine d'années, a donné des outils de planification, d'intervention, de programmation aux acteurs publics pour qu'ils ne subissent pas trop les sujets, effectivement, de revitalisation des centres-villes. Alors, pour finir, et pour se laisser du temps d'échange, vous avez vu que j'ai été obligé de prendre quelques raccourcis. Donc, s'il faut effectivement contraster un peu plus ou apporter évidemment quelques nuances à tout ce qu'on vient de se dire à ce stade, bien entendu, je souscris. On a essayé d'identifier ce qui, pour nous, étaient effectivement les 6 enjeux pour le centre-ville de demain. Le premier enjeu, c'est qu'effectivement, il faut que les élus continuent à faire du centre-ville un centre-ville multifonctionnel. Il faut continuer à multiplier les raisons de fréquenter ou de vivre effectivement en ville. Quand un maire me dit « qu'est-ce que je peux faire pour soutenir le commerce de mon centre-ville ?» La première des réponses, c'est de continuer à avoir des gens qui y vivent, puisque les premiers clients, c'est Jean-Michel qui habite en face de la cathédrale, c'est moi quand j'habitais rue des Gras ou rue Saint-Thérème, et c'est vous les uns et les autres quand vous êtes les premiers clients potentiels parce que vous vivez juste au-dessus des commerces effectivement de proximité. Et donc, continuer à rénover l'habitat, donner envie à des familles de venir y vivre, pas seulement des étudiants, pas seulement des travailleurs isolés. Quand on regarde la sociologie des gens qui vivent en ville, dans les grandes métropoles, c'est des gens qui ont de l'argent, et c'est un vrai marqueur social. Dans les villes moyennes, et Clermont-Ferrand est sûrement entre les deux, dans les villes moyennes ou les petites villes, c'est des gens pauvres. Et quand on travaille à Bergerac, à Brive, à Tulle, dans toutes ces villes moyennes-là, dans les centres-villes sont habités par des étudiants, par des jeunes actifs, par des seniors isolés, par des locataires essentiellement. C'est là qu'on trouve les passoires énergétiques, c'est là qu'on trouve les marchands de sommeil, c'est là qu'on trouve les propriétaires indignes, etc., etc. Donc, rénover, donner envie à des familles, garder du logement, du grand logement pour les familles, faciliter le stationnement résident, parce que si les familles vivent en ville, il faut bien garer quelque part une bagnole ou deux. Travailler, continuer à avoir du job dans le centre-ville, se détendre, assumer l'idée
même si on a besoin aussi qu'à certains moments, on arrête de se détendre pour laisser dormir ce qui est au-dessus, nécessairement. Mais voilà, se détendre, se retrouver, continuer à apprendre, continuer à se soigner. Le fait de garder les professions médicales dans le centre-ville, c'est un sujet. Se cultiver, j'ai vu qu'effectivement, je crois que le cinéma est en vente, où il a fermé sur la place de Jaude, et faire du shopping, etc. Tout à l'heure, on a dit que le centre-ville était la forme urbaine la plus complexe. C'est aussi la plus écolo, en fait. Enfin, on n'a rien inventé. Aujourd'hui, le pavillonnaire, les zones commerciales, les zones d'activité économique, ces espaces monofonctionnels, on ne fait qu'y vivre, ou on ne fait qu'y dépenser des sous, ou on ne fait qu'y travailler pour les zones d'activité économique, c'est certainement les formes les moins complètes et les moins respectueuses de l'environnement. Il faut prendre sa bagnole, il faut de toute façon aller fréquenter d'autres lieux, alors que le centre-ville est sûrement la forme la plus respectueuse de faibles déplacements ou de déplacements décarbonés. Le deuxième élément, qui va peut-être vous paraître une évidence, c'est de garder un centre-ville sûr et apaisé. Il faut faire une promesse, Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, de rues et de places mignonnes, propres, sûres, éclairées. Bon, la politique sur les élus de la France insoumise qui disent demain, si on est élu dans les municipalités, on désarme la police et on enlève les caméras, je pense que c'est vraiment pas le moment et c'est vraiment pas ce que les consommateurs nous demandent. Et les visiteurs, et les touristes, et les familles, et les papas, et les mamans, et les enfants. On va en parler d'ailleurs aussi sur l'inclusivité de l'espace public. Mais il faut assurer cette promesse de rues propres, de places apaisées, d'espaces sécurisés. Sinon, c'est Carré de Jaude ou les zones commerciales, où là, par contre, c'est privé, c'est climatisé, c'est propre, il y a des toilettes, il y a un vigile, et c'est finalement ce commerce organisé, ce commerce privé, qui va effectivement répondre aux besoins des consommateurs si on n'est pas capable d'offrir cette promesse d'espace public sûr et apaisé. Il faut des aménagements qui favorisent les modes actifs, il faut des aménagements qui favorisent le piéton, etc. Mais il faut aussi assumer qu'on a des riverains, et ça a été un vrai débat. Moi, j'ai 50 000 personnes qui vivent sur le centre-ville de Toulouse. Certes, il est fermé à la circulation. Par contre, les livraisons, les accès riverains, les visiteurs, les aidants, les infirmiers, tout le monde rentre et tout le monde sort du centre-ville de Toulouse. Donc, il est apaisé, mais on ne peut pas dire qu'il soit 100% piéton, parce qu'il faut aussi que des gens continuent à y vivre, s'y fassent livrer leurs achats, que leur famille puisse les visiter et qu'un artisan puisse venir changer la chaudière, même si effectivement on habite en ville, pour ne pas être puni d'habiter en ville. Troisième élément, il faut que ce centre-ville soit confortable et inclusif. Il faut penser à tout le monde. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la place des femmes, sur la place des seniors et sur la place des enfants et des familles dans nos centres-villes. Trop souvent, ces espaces sont préemptés, soit par des groupes, soit par des communautés, soit par des genres. Et aujourd'hui, certaines ou certains d'entre nous ne se sentent pas toujours, effectivement, bienvenus, accueillis ou en confort ou en sûreté dans notre centre-ville. Donc, pour donner envie d'y venir et d'y rester, il faut effectivement intégrer aussi les défis du climat. Et donc, on voit beaucoup de centres-villes qui sont en train de prendre un grand nombre de virages sur les ombrières, la place de l'eau, sur des espaces des imperméabilités, sur la végétalisation, mais aussi pousser très fort les jeux pour enfants, le mobilier de repos, le débat qu'on a avec les élus sur si j'ai 5 bancs, j'ai 5 SDF ou 100 résidences stables, pardon, je crois que ça s'appelle SRS aujourd'hui, ou à l'inverse, si j'ai 200 bancs, j'ai peut-être 5 ou 10 SRS, mais j'ai aussi des papas, des mamans, des visiteurs, des touristes, des seniors qui profitent de ces bancs. La question des toilettes, la question du Wi-Fi, bon, on pourra reparler de tous ces sujets-là. Le quatrième sujet, c'est qu'il faut effectivement, et on n'a pas le choix, qu'il soit demain plus convivial et toujours plus animé. Il y aura certainement moins de prêt-à-porter demain, moins de magasins de déco, c'est le sens de la consommation d'aujourd'hui et de demain. Il faudra par contre faire un peu de place à la seconde main. Nos centres-villes ne sont pas capables de le faire. Le consommateur le demande. Et nos centres-villes, par le bail commercial, par les valeurs locatives, par la propriété un peu sclérosée, nous empêchent souvent de développer des concept stores malins d'équipement de la personne, d'équipement de la maison, de seconde main. Il y a des générations entières qui arrivent derrière nous. Ma fille de 21 ans, elle n'achète plus rien neuf. Pas pour des raisons économiques, elle pourrait avoir
les moyens d'acheter du neuf, mais effectivement, c'est un choix qu'elle a fait. Et aujourd'hui, à part Le Bon Coin et les sites web ou effectivement les plateformes de vente entre particuliers, il n'y a pas d'option dans les centres-villes autour de la seconde main. Donc demain, il y aura peut-être moins de prêt-à-porter. Par contre, il y aura plus de restaurants, plus de cafés, plus de food trucks, plus de métiers de bouche, plus de halles gourmandes, plus de marchés, plus de festivals, plus de concerts. C'est le sens de l'histoire. Il faudra faire cohabiter aussi ça avec les gens qui vivent là, évidemment. On travaille pour la ville de Bayonne. C'est un vrai sujet que les habitants de Bayonne, et il se pose même la question d'ailleurs, le maire de Bayonne, sur les fêtes de Bayonne, est-ce que c'est un atout ou est-ce que ça ne devient pas un peu lourd à porter par les dérives, par les viols, par un meurtre par an, par effectivement le fait que les Bayonnais s'en vont, quittent Bayonne, sur le fait que les commerçants habillent les vitrines et quittent Bayonne pendant une semaine. Donc, c'est le bon équilibre entre la convivialité et l'attractivité et la vie économique locale et la vie des citoyens qui y résident. Je termine avec 2 planches sur le singulier et le beau. Si on veut continuer à faire venir les gens dans le centre-ville, il faut qu'effectivement, ils ne se ressemblent pas et que les visiteurs, les touristes, les familles aient envie de se dire « je ne suis pas à Jotte 2, je ne suis pas dans la galerie marchande, je suis dans le centre-ville et je valorise l'identité, le patrimoine, les enseignes, les devantures. » Donc ça, c'est des sujets qui sont des sujets singuliers sur lesquels il faut qu'on pousse un peu les feux, y compris avec le monde économique, y compris les commerçants, avec des jolies enseignes, des jolies devantures, des jolies terrasses. Et pour finir, demain, il faut effectivement que ces centres-villes fidélisent, donnent envie d'y revenir et offrent des services. De plus en plus de centres-villes sont en train d'organiser la prise en charge des enfants pendant les soldes, pour donner envie aux gens de venir, de la conciergerie, des casiers, de la signalétique piétonne, que les commerçants adaptent leurs horaires et ne ferment plus à 19h, c'est une hérésie, de la livraison mutualisée. Donc tous ces sujets-là dont s'emparent les galeries marchandes ou le commerce en ligne, il faut aussi que nos centres-villes s'en emparent. J'arrive au bout de cette présentation un petit peu au forceps, mais voilà ce que j'avais envie à ce stade pour que vous gardiez un petit peu d'optimisme, parce qu'on pense qu'il y a des relais de croissance et que les centres-villes peuvent continuer à jouer un rôle demain dans les villes, mais avec certains virages qu'il va falloir prendre. Merci Arnaud. J'ai tenu le tempo. De pouvoir échanger justement. Donc, tu nous entends, Arnaud? Parfaitement bien. Ok, super. Donc voilà, il nous entend. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des choses plus spécifiques à Clermont, parce qu'on est ici à Bordeaux. Pour Clermont, voilà. Voilà, première question. Moi, j'avais une question, c'était Vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour. C'est une question sur le rôle des livraisons, les Uber, les repas à domicile. Est-ce que vous avez des choses? Parce que ça s'est énormément développé ces dernières années. Et voilà. Peut-être on peut faire. Présenter aussi juste très rapidement, parce que. Moi, je tenais un magasin justement de centre-ville à la place de la Victoire, que vous connaissez, un magasin de mobilier design, qui était un peu petit, parce qu'il est difficile pour cette activité de trouver des surfaces importantes, des exceptions. Mais voilà, on a beaucoup souffert les dernières années, notamment à cause des campagnes de travaux, quoi. Mais c'est vrai que tout ce que vous dites, je le rejoins aussi par rapport à la baisse de fréquentation. Oui. J'ai pas rencontré. Ouais. Il y a quand même un sujet, il y a quelques virages, compris aussi les commerçants comme vous. Aujourd'hui, moi je suis toulousain, j'ai un copain qui a monté une boîte qui s'appelle Voltex, qui était une bricole il y a quelques années, et aujourd'hui, il a effectivement des points de vente dans toutes les grandes villes, et surtout, il vend 75% de ses produits en ligne. Et son marché, c'est devenu l'Europe, c'est plus devenu le centre-ville de Toulouse ou le centre-ville de Paris. Donc le dit, et j'ai une copine avec qui j'étais à la des copines, j'en ai un petit plein qui se sont plantés, mais j'ai une copine à la fac qui a ouvert un truc il y a 10 ans qui s'appelle macpetitemercerie.com dans le Tarn, dans son garage, et aujourd'hui, effectivement, elle a pressenti qu'avec le do-it-yourself, avec la customisation, avec ces sujets-là, les consommateurs ou les consommatrices allaient avoir à nouveau envie de reprendre la couture,
de réparer, de faire eux-mêmes, de personnaliser, ce qui est un vrai mouvement hein, aujourd'hui, et plus un signal faible. Ma petite mercerie.com, c'est la première mercerie en ligne d'Europe. Et elle a commencé avec ses enfants dans sa cave. Donc, il faut aussi se dire que la question du digital a été, continuera à l'être, une vraie opportunité si on estime opportun d'animer des communautés. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'emplacement, qui étaient les 3 règles du commerce pendant très longtemps dans les centres-villes ou ailleurs, c'est moins le cas. C'est l'emplacement, la communauté. Et qu'effectivement, on est capable aussi de faire venir à des endroits improbables, des communautés quand on a su les animer, leur donner envie, créer l'événement. Donc ça, c'est très nouveau pour les commerçants, notamment pour les indépendants, qui n'ont pas vu peut-être effectivement que ce métier-là était en train de changer et que le consommateur prenait les virages. Sur la question de la livraison, d'abord, le législateur a aujourd'hui encadré ça, hein, c'est-à-dire que Dark Kitchen, Dark Store, c'est maintenant encadré dans les PLU, on peut aller assez loin dans les PLU pour effectivement le cadrer. Dans les faits, c'est une vraie demande des consommateurs. Donc, est-ce qu'on est capable de lutter? C'est toujours la question hein, du libéralisme ou de l'encadrement. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir du moment où le consommateur le souhaite, on décale le problème, on le cache, on ne le traite pas, on ne l'assume pas? Qu'à certains endroits, on n'est plus que des vélos et des motos qui attendent de 11h30 à 15h et de 19h à 23h les livraisons, c'est un vrai sujet sur l'animation urbaine, sur l'espace public, sur la confrontation des usages, etc. Donc, oui, il y a des manières aussi d'encadrer un peu pour que certaines activités ne soient plus que de la livraison et continuent malgré tout à servir à table, etc. On a bossé pour la ville d'Aix-en-Provence qui a beaucoup souffert de ce sujet-là et on a encadré notamment le développement de la restauration rapide qui d'ailleurs, dans la loi de simplification, puisque vous n'avez peut-être pas échappé que les députés ont voté un énorme magma il y a 10 jours qui s'appelle la loi de simplification, dans laquelle il y a un énorme fourre-tout sur la ZFE, sur le ZAN, etc. Mais il y a notamment 2 réformes importantes, très importantes pour les commerçants. La réforme du bail commercial, avec des trucs qu'on espérait depuis des années, l'impôt foncier payé par le propriétaire et pas par le commerçant, la limitation de l'augmentation des loyers, les indices. Bon, ça va remettre peut-être un peu d'ordre dans la relation entre preneur et bailleur pour les commerçants, qui est celle de l'urbanisme commercial, où la restauration rapide, par exemple, devra demander une autorisation pour s'implanter, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc, on voit bien que les élus, globalement en France, il y a une petite vidéo d'ailleurs qui est sortie, puisque en fin de semaine dernière, on était à Libourne, il y avait les assises, le congrès de Ville-de-France, donc de tous les élus, effectivement, de l'association d'élus et de parlementaires Ville-de-France. Et donc, les élus des villes moyennes ont fait une petite vidéo en disant nos centres-villes sont en train de mourir, il faut vraiment qu'on s'en occupe. D'ailleurs, tous les baromètres, et notamment l'association Centre-Ville en Mouvement, qui a tenu ses assises à Montpellier au mois de mai, édite tous les ans un baromètre. Dans la campagne des prochaines municipales, dans les 3 premiers sujets, il y a la question du commerce et des centres-villes. Ça nous pend en nez, hein, de toute façon. Et en même temps, les élus sont mis en responsabilité sur ce sujet-là, avec des consommateurs qui leur demandent de sauver les centres-villes, mais qui ne les fréquentent plus. Donc, je me mets difficilement à la place des candidats ou des élus sortants. Je pense qu'ils n'ont plus d'autre choix que de dire on va reprendre la main et on va piloter nos centres-villes parce qu'aujourd'hui, nous subissons. À Clermont-Ferrand, ce que l'on pressent, puisque je n'ai jamais vu une consultation, je n'ai jamais vu un appel d'offres, sinon nous aurions répondu. Hein. Voilà, on est 4 cabinets à faire mon métier, on bosse dans 150 villes par an. Nous n'avons, ces 15 dernières années, jamais travaillé pour Clermont-Ferrand, ou pour l'Aglo d'ailleurs, hein, qui n'a jamais sollicité de conseils ou d'accompagnement. Alors peut-être que les techniciens sont au top et qu'il y a une ingénierie interne qui fonctionne très bien, mais on voit bien qu'on pressent quand même un maire qui jusque-là, je vois quelques sourires, quelques babines remonter. Mais on pressent quand même un maire qui est un peu éloigné du monde de l'entreprise, qui n'est pas très à l'aise avec le monde économique. Voilà, mais il y en a plein d'autres comme ça, hein, qui est plus à l'aise avec la culture, avec d'autres sujets peut-être, mais effectivement, qui pour le moment n'a peut-être pas trouvé le bon moyen de se mêler de ce sujet-là. En tout cas, on voit, nous, on a accompagné par exemple Brive, hein, dans son programme Brive 2030, ça fait 10 ans qu'on accompagne Brive, ça fait 10 ans qu'on accompagne Libourne, ça fait 10 ans qu'on accompagne Bergerac, et allez voir ces centres-villes-là, ils ont révolutionné leur situation. C'est-à-dire quand on s'en occupe, quand on met en place des politiques publiques volontaires,
quand on mobilise le monde économique sur sa responsabilité, parce que la moitié de la responsabilité, c'est les commerçants. Quand les commerçants ferment à 18h45 aujourd'hui dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, c'est une hérésie, avec tous les cadres qui remontent des Carmes et qui, à 18h45, sont encore devant leur poste. Merci. Moi, j'aurais une question. Vous m'entendez? Est-ce que tu Très, entends? très loin. On Très loin. l'a plus fort. Non, Dis-nous qui tu es déjà. Donc, Pierre Jal, moi je travaille dans l'éducation nationale, mais j'ai eu un passé dans le tourisme et terrorisme. Ça peut arriver à des gens bien. Exactement, c'est pour ça que je suis en pleine forme. Mais ma question, elle est justement par rapport au tourisme. Est-ce que le tourisme dans un centre-ville comme celui de Clermont, c'est une chance ou c'est une contrainte? Parce que c'est vrai que ça peut être une chance parce que ça attire des clientèles, notamment pour les commerçants, et ça peut être une contrainte aussi par rapport aux questions d'habitat, Airbnb, etc., qui peuvent aussi miter finalement l'habitat au niveau du centre-ville. Donc voilà, c'est une question qui est peut-être pas complètement évidente, mais en même temps, le tourisme, c'est quand même fonctionne sur l'attractivité. Donc quand on a des villes qui sont attractives, ce sont des villes qui deviennent touristiques et qui génèrent aussi des flux et donc du business. Cette année, on a fait 3 missions passionnantes à Colmar, Aix-en-Provence et Bayonne. Et donc, je vais prendre volontairement ces 3 exemples. Des belles villes, des beaux centres-villes, hyper touristiques, hyper patrimoniaux. Les 3 maires de ces 3 villes, de sensibilités différentes tous les 3, sont en train de se rendre compte qu'aux prochaines municipales, les habitants de ces 3 villes vont dire « on s'y retrouve plus ». On s'y retrouve plus sur l'offre de commerce et de services, qui petit à petit s'est touristifié, c'est-à-dire qu'effectivement ne répond plus qu'à des touristes, restauration rapide, bazar, etc. À Colmar, en décembre, il n'y a que des vendeurs de cigognes. Enfin, je veux dire, on y est, quoi. Enfin, donc, quand vous habitez à Colmar, même manger autre chose que le menu traduit en 6 langues avec la flamme-cuche pour les touristes, ça devient une gageure. Aix, c'est pareil, Bayonne, c'est pareil. Et donc là, les élus ont commencé à se dire « waouh, quoi. En fait, on va se faire rattraper aux prochaines municipales parce que ceux qui votent, c'est les habitants de ma ville. Et en fait, l'équilibre est un peu rompu. » Alors, je vais vous faire une réponse pas très satisfaisante. Tout l'enjeu, c'est d'objectiver la situation, de la piloter et de maintenir les équilibres. On a besoin d'un peu de Airbnb en complément. Et d'ailleurs, il y a des gens qui aiment ça et qui n'iront pas dans les hôtels, en complément de l'offre hôtelière traditionnelle, Airbnb ou les autres plateformes, logement meublé touristique. Mais il faut certainement le réguler. Et aujourd'hui, tous les outils existent. Bayonne a été le premier, justement, à défrayer la chronique avec une réglementation hyper trash. Si tu veux louer en meublé touristique, et ça concerne Bayonne, Biarritz en plus, etc., il faut que tu puisses justifier que tu loues la même surface à des Bayonnais, à des loueurs à l'année, en fait. Donc, pour pouvoir louer 100 mètres carrés en meublé touristique, Airbnb, et gagner très, très bien sa vie pendant la saison, il faut justifier qu'on a du patrimoine qui nous permet aussi de louer 100 mètres carrés à des loyers des habitants locaux pour des gens qui bossent dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Donc, c'était vraiment un électrochoc. Ça a été attaqué d'ailleurs. Le dispositif est tombé. Ils l'ont restructuré et aujourd'hui, il est sécurisé. Donc aujourd'hui, il y a des outils pour réguler le logement meublé touristique. Il y a des outils pour réguler l'offre commerciale de centre-ville. Il y a des outils même pour réguler, grâce au PLU, les loyers. Puisqu'effectivement, à Colmar, c'était une question de loyer. On avait même 2 mois, novembre-décembre, et qui refermaient tout le reste de l'année et qui avaient fait leur chiffre d'affaires en 2 mois pendant les fêtes de Noël et le marché de Noël. Et là, évidemment, on se retrouvait face à des boutiques fermées 10 autres mois, mais le propriétaire, lui, avait encaissé 12 mois de loyer en 2 mois. Donc, il y a des outils aujourd'hui, tous les outils existent, si on le souhaite, si la volonté politique est là, pour réguler et pour trouver des équilibres. Donc, je pense que le tourisme, c'est plutôt un atout. C'est des consommateurs qui sont sensibles à la qualité des produits, c'est des consommateurs qui sont sensibles au patrimoine, c'est des consommateurs qui aiment les centres-villes, par contre. Le réflexe d'une famille qui visite l'Auvergne et qui vient à Clermont-Ferrand, c'est pas d'aller se jeter dans une zone commerciale. Pas du tout.
Donc, c'est plutôt des gens qui passent du temps, effectivement, dans le centre-ville. Donc, c'est plutôt une population, à mon avis, intéressante. Il faut trouver le bon équilibre. Eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas envie de trouver la même offre à Clermont-Ferrand, à Colmar, à Limoges ou à Bayonne. Donc, valorisons les produits locaux, valorisons les indépendants, valorisons effectivement ce que le territoire a à dire. Si c'est pour retrouver les mêmes brasseries, les mêmes restos, enfin, on s'était marré parce qu'aujourd'hui, on avait trouvé des boutiques de calisson d'Aix à Colmar. Et là, on est au bout du bout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, juste parce qu'il y a des touristes, et en ce moment, ils sont plutôt des touristes italiens, etc., il y a une boutique de calisson qui a ouvert. Mais pourquoi une boutique de calisson à Colmar, quoi? Vous voyez? La limite du truc. Bonjour. Il y a une question qui arrive, Arnaud. Oh ouais, Prépare-toi. je suis prêt. Bon, c'est Lynn, je vous écoutais, je trouve ça extrêmement intéressant tout ce que vous avez pu dire sur le centre-ville. Pour moi, tout est en lien en fait. Quand on parle d'insécurité, en fait, on parle de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle d'habitat, et ça vous l'avez déjà dit. Je pense que l'important aussi, et pour moi c'est vraiment important dans une prochaine campagne municipale, c'est de gérer effectivement l'habitat. Pourquoi l'habitat? Parce que ce soit ici ou que ce soit en banlieue ou dans les grandes villes, les gens sont obligés de prendre des grands transports, enfin des transports en commun pour venir en ville. Ils emboutent le centre-ville parce que c'est compliqué de venir, surtout quand on a piétonnisé beaucoup et qu'il n'y a plus beaucoup de moyens de transport. L'important, c'est que je pense, et j'en ai parlé souvent, de l'habitat social, c'est qu'il doit y avoir une vraie mixité par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens, en fait, puissent se retrouver dans des habitats pas loin des transports en commun pour aller à leur travail, tout simplement. Et que ça doit être une mixité générale, que ce soit pour les étudiants, pour les personnes âgées, pour les familles, enfin pour tout le monde. Et je pense que ça aidera beaucoup juste le fait que les gens fréquenteront le centre-ville. Quand il y aura des familles en centre-ville, pas loin du centre-ville, et ben à ce moment-là, et ben il y aura plus de consommation, il y aura plus de, enfin il y aura plus, les commerçants reviendront, il y aura beaucoup de choses qui recommenceront à revivre dans la ville. Pour moi, c'est un enjeu hyper important. Et aussi la rénovation du centre-ville. Il y a des villes ici à côté, comme Vichy, il y a d'autres villes qui rénovent leur centre-ville pour avoir un habitat social qui soit aussi intéressant d'ailleurs, et où on peut remettre des gens plutôt que de laisser des habitations dans le flou constant. Les loyers sont chers. C'est intéressant pour les classes moyennes d'avoir des loyers moins chers aussi, en fonction bien sûr de leurs revenus. Et je pense qu'il faut favoriser ça pour pouvoir avoir moins de délinquance, une mobilité plus simple et plus agréable, que tout le monde puisse s'y retrouver aussi dans la mobilité, que ce soit en voiture, en vélo, enfin bref. Et que tout ça, c'est vraiment un enjeu municipal qui sera très important pour les prochaines échéances. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez pu observer. Moi, je suis un poil prudent. Ouais, je suis un poil prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un poil prudent sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, j'ai pas en tête parce qu'on n'a pas mené l'investigation et j'ai pas traité de données. Attends, tu es haché. Tu es haché. Ouais, c'est bien. Est-ce que là, ça va mieux? Ouais. Je disais simplement que je souscris, bien entendu, sur la ville pour tous, mais aujourd'hui, on souffre quand même beaucoup. Alors, je ne sais pas exactement où mettre encore Clermont-Ferrand. Une grande ville moyenne ou une petite grande ville? Vous m'entendez? C'est une ville moyenne, métropole, et actuellement, il y a 43% des gens qui payent leurs impôts, ce qui est aussi l'attractivité de la ville. Je ne sais pas si vous m'entendez, par contre. Si, vas-y. En fait, les souffrent effectivement de la fragilité des gens qui y vivent. Non, vous ne m'entendez plus. Si, vas-y. Je disais simplement que statistiquement, et d'ailleurs beaucoup de villes sont sorties quartiers prioritaires de la politique, enfin beaucoup de centres-villes sont sortis quartiers prioritaires de la politique de la ville,
lors de la dernière géographie de la ville, hein, dans rue 2, tout simplement parce qu'effectivement, les gens qui vivent dans ces centres-villes sont des gens fragiles. Aujourd'hui, le mouvement dans les villes moyennes, c'est des gens qui ont des ronds, qui partent vers de la villa avec jardin et qui quittent effectivement les centres-villes. Et donc des appartements qui se découpent pour chercher du rendement, pour chercher de la location courte durée ou meublé touristique, ou pour faire 3 studios parce que c'est plus rentable qu'un 4 pièces pour les propriétaires. Et à l'inverse, effectivement, les gens qui restent en ville, malheureusement, ne sont pas toujours des gens qui en font le choix. Donc, il faut être prudent. Dans toutes nos missions ville moyenne, l'enjeu, c'est plutôt de redonner envie à des familles et à des CSP+, catégories socio-professionnelles, plutôt cadres, etc., de venir vivre en ville, plutôt qu'effectivement de développer à tout va encore du logement social. Je ne sais pas si c'est intelligible. Si. Bon, ben ça vous laisse sans voix. Arnaud, toi qui as été manager de centre-ville, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur les leviers qu'a un manager de centre-ville pour rendre sa ville attractive? Je parlais des Deswell. En combien de temps? En 5 minutes. Non, vas-y. Bon. Quelques leviers. Pour précis, je parlais des Deswell. J'ai pas entendu les interventions dans le fond, là, je suis désolé. Evelyne disait qu'elle parlait des classes moyennes. Justement. Ok. Ouais, parfait. Ben, on est en ligne. Aujourd'hui, alors, un manager, c'est qu'un homme ou une femme, hein. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique forte, qui soit portée par ses élus, qu'il y ait un travail collaboratif fin entre la ville et l'intercommunalité, puisque ça touche à des compétences loi NOTRe, enfin on ne va pas rentrer là-dedans, mais qui sont quelquefois des compétences intercommunales. L'immobilier économique, la planification, c'est des compétences de la métropole, pas de la ville-centre, effectivement. Donc, il faut trouver la bonne gouvernance pour que le manager ait les moyens d'intervenir. Bon, mais effectivement, pour piloter son centre-ville aujourd'hui, il faut des bons indicateurs, il faut avoir une bonne connaissance et un bon réseau du monde économique, des agences immobilières, des brokers, etc. Il faut avoir des élus qui vous suivent et avoir mis en place toutes les mesures réglementaires. Il faut un PLU musclé, il faut un dispositif qui s'appelle le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat qui permet à la ville de voir quand les commerçants vendent leur bail ou leur fonds de commerce. Puisqu'aujourd'hui, le maire, il ouvre la mairie et il découvre que sur la place des Victoires, il y a une boutique qui s'est vendue et que c'est une agence immobilière qui reprend, alors qu'on aurait plutôt envie sur la place des Victoires que ça reste une brasserie ou que ça reste un bistrot, par exemple. Donc, en fait, le législateur a donné beaucoup d'outils, mais ce sont des outils volontaires. La collectivité décide ou pas de les mettre en place. Donc, un manager fait bien son boulot, ou une structure de management centre-ville, puisqu'il y a aussi des offices du commerce, il y a des GIE, il y a plein de montages en fait un peu différents en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, en Amérique du Nord, pour piloter le centre-ville. Donc, ces structures-là sont efficientes si on leur laisse du temps, si elles ont les bons outils pour se mêler des transactions, si elles ont un plan de marchandisage, et aujourd'hui, à Clermont-Ferrand comme ailleurs, il vous faut un plan de merch, c'est-à-dire il faut avoir déterminé ce que l'on voulait, place de Jaude, ce que l'on voulait, rue des Grâces, ce que l'on voulait dans le quartier du Port, ou ce que l'on ne voulait pas, pour effectivement construire. Un directeur de centre commercial, il fait ça toute la journée. Il essaye d'imaginer où est-ce qu'il veut faire passer les piétons, où est-ce qu'il veut les faire garer, où est-ce qu'il veut les faire s'arrêter chez le glacier, dans les restaurants, l'enseigne locomotive là-bas au fond pour faire passer du monde devant les flux du mail. Donc aujourd'hui, les managers doivent avoir, et les villes doivent avoir un plan de marchandisage. Qu'est-ce qu'on fait du marché couvert? Est-ce que l'offre de stationnement est suffisante? Est-ce qu'elle est trop chère, pas assez chère? C'est tous ces leviers qui sont ceux, effectivement, du management de centre-ville. En 3 minutes. Merci. Il y a aujourd'hui 600 professionnels en France qui font ce métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé ce métier-là du management de centre-ville, il était quand même assez embryonnaire. Il y avait peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de managers en France. Après la crise sanitaire, la Banque des Territoires a financé des postes pendant 2 ans.
et a proposé à toutes les collectivités qui le souhaitaient de financer pendant 2 ans 50% du poste de manager pour donner à voir et que ces managers s'imposent petit à petit sur les territoires. Et aujourd'hui, on compte, moi je suis membre de 2 réseaux qui animent ces managers et nous les formons d'ailleurs nous-mêmes encore, le club des managers de centre-ville et Centre-ville en mouvement. Et ces 2 associations, globalement, nous disent, selon la police ou selon les organisateurs, qu'il y aurait entre 100 et 800 managers en France. Peut-être que c'est 2000 qu'il en faudra demain, mais voilà un métier qui est un métier qui se développe et qui, effectivement, quand les élus mettent en place une politique volontaire, c'est un métier de pilotage du centre-ville. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un ou une à Clermont-Ferrand. Bref. Il y en a eu. Et on pourrait prendre le contre-pied. Est-ce que vous pourriez ouvrir une école des managers de centre-ville à Clermont-Ferrand? Est-ce que tu veux ouvrir une école de manager de centre-ville à Clermont-Ferrand? Ce serait bien. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'école. Nous, on les forme pour la Banque des Territoires et on les forme. On en prend 50 par an qui viennent passer plusieurs jours avec nous. Et donc, on les accompagne dans leur professionnalisation. Et ils viennent, on en fait une fois en province, une fois en région parisienne. On les met dans un centre des congrès ou dans un hôtel. Mais il n'y a pas d'école à proprement parler. Il y a 2 formations qui ont tenté de se professionnaliser. Une formation à Caen, à l'IAE, et une formation à Aix-en-Provence aussi. Et finalement, il n'y a pas eu assez de candidats pour effectivement alimenter tous les ans une formation de 40 ou 50 managers. Je me permets d'intervenir. Nopal Quentin, j'ai donc de spécialité, donc je suis géographe et entrepreneur. Dans tous les discours que j'ai entendus ce soir, il y a la place en fait de l'écologie qui n'est pas dedans. Je remarque que par exemple, Clermont-Ferrand, suite à la canicule la semaine dernière. La place de quoi? Je n'ai pas entendu. L'écologie. J'ai remarqué que Clermont-Ferrand était la 4e ville la plus chaude de France suite à la canicule de la semaine dernière. Quels seraient vos conseils pour aménager l'espace urbain, pour remettre la nature en ville, notamment pour répondre aux enjeux d'un espace confortable et inclusif? Alors, si vous dites que j'en ai pas parlé du tout, vous êtes dur avec moi, puisque j'ai quand même parlé de la forme. J'ai parlé du centre-ville qui était pas la forme la plus respectueuse de l'environnement, par le fait qu'elle empile les usages et qu'elle limite les déplacements. Donc, pour moi, favoriser son centre-ville et y favoriser l'emploi, y favoriser l'habitat, je crois qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui, plutôt que de continuer à encourager les gens à aller vivre à 30 ou 40 km et à les jeter sur l'autoroute. Donc, je souscris sur l'idée, effectivement, que le centre-ville est la forme la plus respectueuse de la forme de la ville en général. Ensuite, dans un qui est entièrement voué à ça, les enjeux climatiques et la capacité, effectivement, à désimperméabiliser, à apporter de la nature, à apporter de l'eau. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à vivre dans une ville qui n'avait pas de fleuve, en fait, pour être honnête. Mais c'est comme ça, certaines villes n'ont pas de fleuve ou de canal, ou de canaux. Pardon. Et évidemment, dès qu'une ville qui a un canal ou des fleuves, ou un fleuve, ça apaise, ça, par les aménagements. Nous, on travaille beaucoup avec des urbanistes, on travaille beaucoup sur cette question de la contribution du fleuve à l'attractivité du centre-ville. Les guinguettes, l'aménagement des ports, à Libourne, à Bergerac. Le parking du port, au pied de la Dordogne, quand même, parce que Bergerac, vous connaissez, c'est une ville avec des déclivités un peu fortes, entre la ville neuve qui est en haut et la ville historique qui est pleine de petites ruelles tortueuses jusqu'à la Dordogne. Et le port de Bergerac, qui était le port historique, effectivement, de Bergerac, c'était un grand parking quand on est arrivé. Bon, il y avait 400 bagnoles garées sur le port de Bergerac. Je vous assure qu'on a trouvé plein d'autres usages super chouettes au bord de la Dordogne pour le port de Bergerac que d'y garer des bagnoles. Et aujourd'hui, il n'y a plus un commerçant. Il n'y a plus un commerçant. On a failli se faire couper en 2 quand même à l'époque. Mais il n'y a plus un commerçant aujourd'hui qui reviendra en arrière. De la même manière, sur la place Louis de la Bardonnie, en plein centre de Bergerac, il y avait une petite halle de marché, un peu cracra, toute refermée sur elle-même. Et devant la halle, il y avait 40 voitures garées sur une petite placette en plein centre-ville. On a, il y a 5 ans, expérimenté, juste avant, maintenant 6 ans, juste avant les dernières municipales, on a convaincu le maire, l'été, d'enlever les bagnoles et de juillet-août, apporter de la végétalisation provisoire et temporaire. En fait, on a fait du placemaking ou de l'aménagement provisoire. On a mis en place du mobilier, des voiles d'ombre, et on a proposé d'autres usages valorisants en juillet et en août sur cette place. Les Anglais sortaient de l'Europe. Avec le Brexit, il n'y avait plus de roaming
sur les abonnements téléphoniques, chercher du Wi-Fi partout, et ils sont très présents en Dordogne. On a mis une borne Wi-Fi. On a mis une fontaine pour remplir les gourdes, pour pouvoir boire, tout simplement. Les restaurateurs nous sont tombés dessus. Vous tuez notre business, etc. Ben, tout le monde ne se paiera pas un Coca ou un Ice Tea ou une eau Perrier. Voilà, il faut aussi remplir sa gourde. Quand les gens font du vélo, etc. On a rajouté du mobilier urbain pour que les gens s'installent sous les arbres. De cette opération, c'est appelé les Jardins de Dordogne, qui était une opération expérimentale pour tester les usages. Si je perds les municipales avec ça, vous ne travaillerez plus jamais en Dordogne. Bon, donc on a quand même pris le risque. Il a aussi pris le risque, d'ailleurs, il a été réélu, hein, mais la première année, ça a été un succès. Et la deuxième année, les commerçants eux-mêmes nous ont demandé de réaménager l'espace public, de végétaliser, d'y retrouver de l'eau, d'y retrouver de l'ombre, d'y retrouver des usages valorisants. On a exploité les terrasses, le commerce et le marché a commencé à s'ouvrir vers la place et on en a profité puisqu'on a rénové entièrement toute la halle. Et si vous allez à Bergerac, la halle est assez dingue aujourd'hui, avec un grand préau, une super buvette, une dizaine de commerçants à l'intérieur. Et c'est un succès fou, y compris pour les visiteurs qui, d'avril à octobre, notamment les anglo-saxons, atterrissent tous les jours effectivement à Bergerac. Et les Bergeracois s'y sont retrouvés aussi. Donc voilà comment on peut faire évoluer l'espace public par des usages positifs qui nous permettent aussi de prendre le virage du climat. Allez passer un week-end à Bergerac, hein, vous êtes très bien. J'en viens de Bergerac et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai passé un week-end et vraiment j'ai été très surpris de l'accueil que j'ai pu recevoir à Bergerac et en particulier sur le bord de la Dordogne qui est très bien aménagé avec des commerces. Donc, j'atteste, mais ça fait un mois que je suis passé, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais moi, j'avais juste une question, peut-être dans les dernières questions, mais donc, tu connais bien Clermont-Ferrand, et il y a un sujet qui est revenu à plusieurs fois, alors qui est peut-être ponctuel, on ne parle pas de gestion de toute la ville, mais c'est les Halles. Parce que les Halles, c'est souvent un quartier de vie, d'attractivité, comme tu disais, Pierre, et aussi de bon vivre pour les gens de la ville. Alors, qu'est-ce que tu pourrais préconiser à Clermont-Ferrand? Parce que bon, on a un marché Saint-Pierre, certes, qui fait ce qu'il peut, mais qui est quand même un peu jouissif. Et puis on a aussi des belles halles, un beau bâtiment qui se situe au marché Saint-Joseph. Bon, est-ce qu'il y aura des pistes sur ces sujets-là qui, je pense, sont alors c'est ponctuel, mais c'est aussi un peu fondamental pour la ville, il me semble. Beaucoup sur ces questions de Halles. Alors, t'avais perdu, Arnaud. Bon, j'ai suivi, moi, la question. J'ai fait la question dans son entièreté. Super, vas-y. Je disais simplement qu'on travaillait beaucoup sur cette question des halles. Il y a un effet un peu de mode, hein, alors il faut qu'on soit prudent. Il y a deux typologies de halles aujourd'hui dans nos villes. Il y a les halles dites gourmandes, c'est le truc du moment, mais avec autant de halles qui ferment que de halles qui ouvrent. Vous avez en tête Saint-Étienne, hein, par exemple, qui a été un échec, par exemple, mais d'autres, hein, à Dax, à Mont-de-Marsan, les Basques de Bitoki ont refermé des halles. Et les halles gourmandes, c'est des halles plutôt de fin de journée, des halles où on va boire des canons, où on va manger, snacker, manger sur le pouce. Ça marche quand il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'actifs, beaucoup de cadres. Donc, les halles gourmandes, c'est un sujet. Il faut être un peu prudent quand on programme des halles gourmandes. Et après, il y a les halles d'approvisionnement. Moi, je vous l'ai dit, j'ai vécu entre la rue Saint-Thérème et la rue des Gras. Ma voiture était garée sur le marché Saint-Pierre. Le fromager qui était étudiant à Toulouse, chez un bon fromager de Toulouse, s'est installé, c'est Nives, s'est installé effectivement, mais a été formé à Toulouse par les fromagers toulousains, n'en déplaise aux Auvergnats. Donc, j'ai bien en tête la qualité aussi des artisans et des commerçants du marché et autour du marché. Bon, pour être honnête, on est un peu coinços sur la place du marché aujourd'hui, Saint-Pierre. On est un peu coincé de partout, par sa dimension, par le marché qui a donné tout ce qu'il pouvait, mais qui est rincé, par l'infrastructure même, hein, les bâtiments qui sont au bout de ce qu'ils pouvaient donner certainement. Là, je crois, j'ai vu dans la presse qu'il y avait des travaux, mais de ventilation, etc. Mais on continue à poser quelques emplâtres sur des jambes de bois. Un parking qui est lui aussi un peu coinços, par sa volumétrie, sa taille, la taille des places, son accès, etc. Donc, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est au cœur de la ville.
Il est sur un endroit un peu historique, même si c'était peut-être pas d'ailleurs complètement l'histoire des marchés de Clermont-Ferrand. Donc, quel rôle il va jouer demain? Nous, on est convaincus que la question de l'accès pour de l'approvisionnement à des produits locaux, à des produits de qualité, c'est un sujet. Il faut organiser dans le centre-ville. Donc, il faut trouver de la place pour que des commerçants non sédentaires, qui n'achètent pas une boutique, qui n'achètent pas un fonds de commerce, puissent malgré tout valoriser leurs produits quelque part. Donc, il faudra trouver de la place quelque part pour des artisans et des commerçants de produits d'approvisionnement pour que le matin, on puisse faire nos courses. Et il faudra trouver, est-ce que c'est au même endroit ou pas, cette expérience gourmande pour répondre aussi aux besoins des cadres et des étudiants. Voilà. J'ai pas fait d'études précises sur Clermont-Ferrand ou sur le marché Saint-Pierre, si ce n'est qu'en tant qu'utilisateur. Donc, je n'ai pas de réponse encore très déterminée et je m'en préserve souvent tant qu'on n'a pas bien compris comment ça fonctionnait, quelle était la performance des entreprises, comment les commerçants vivaient ou pas autour du marché, dans le marché, etc. Justement, j'ai beaucoup aimé les solutions. Vous avez fait un état des lieux du commerce centre-ville, de la vie en cœur de ville. Et moi, j'ai beaucoup aimé le pragmatisme et les idées plutôt originales dans les solutions que vous proposiez, avec qui il y a quand même 10 points qui allaient être offerts. Justement, vous connaissez Clermont-Ferrand. Alors, même si Clermont-Ferrand ne vous a jamais sollicité, est-ce que vous pourriez, pour le groupe que l'on est, apporter, pas forcément ce soir, mais par la suite, des belles idées par votre connaissance de Clermont-Ferrand qui pourraient, dans le sens de l'originalité et de ce que vous avez su présenter, nous apporter? Alors, comment vous dire? Dans le moment dans lequel nous sommes, et notamment tout particulièrement à partir du 20 septembre prochain, tous les maires nous posent la question, hein. Tous les sortants, quelles sont les bonnes idées que je dois mettre dans mon programme, et tous les candidats, d'une manière ou d'une autre. Je profite de l'attachement particulier que vous avez à Clermont. Dans la question, il y avait le fait que vous connaissiez bien Clermont. Non, mais là, en fait, il faut que je sois honnête. Je n'ai pas la martingale, hein, sinon je serais riche et aujourd'hui je serais. Voilà. Mais on voit quand même des choses qui fonctionnent bien. On voit des alertes, on voit des tendances. Avec depuis, encore une fois, un cabinet qui a 50 ans, et moi, ça fait 15 ou 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, sur 150 missions par an en France, en Europe, en Outre-mer, etc. On commence à comprendre quand même les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faudrait idéalement mettre en place. Bon, après, les élus prennent des décisions avec des prismes, des paramètres qui nous dépassent, qui dépassent le seul paramètre objectif, c'est la vie. Il y a des jeux d'acteurs, il y a des jeux d'influence, il y a des envies, il y a des sensibilités, etc. Donc, je blâmerai jamais un maire, quelle que soit sa sensibilité. Et à part des maires du Rassemblement national pour qui j'ai fait le choix de ne pas travailler, tant que je peux assumer ce choix et payer les salariés de mon entreprise sans avoir besoin de travailler pour des maires Rassemblement national, ce qui est un vrai débat d'ailleurs, hein, parce que c'est des maires de la République, c'est des maires qui ont été élus, mais pour le moment, je n'avais pas toujours envie d'avoir les références de ces villes-là. On est un peu rattrapé parce que l'État nous y envoie hein, quand même. Et je ne l'écris pas sur mon site web, mais l'État nous a envoyé à Perpignan en ce moment, à Béziers il y a quelques mois, etc. Donc c'est le jeu. Mais tous les maires peuvent avoir une sensibilité particulière, quelle que soit encore une fois leur étiquette politique, pour la question du commerce centre-ville. Et on voit des maires communistes qui font des choses canons pour leur centre-ville et le commerce. On voit des maires libéraux qui font des choses canons. Donc j'ai pas de sujet sur l'orientation politique. Toutes les idées sont bonnes à prendre, je vous en ai livré quelques-unes. Je ne m'impliquerai pas dans une campagne et ce serait contre-productif. Moi, aucun maire ne peut imaginer quelle est ma sensibilité et j'accompagne tous les projets de territoire. Donc, je ne m'impliquerai pas politiquement dans une campagne. C'était pas ma question. C'était pas ma demande. Ouais, presque. C'était en tant qu'expert. En fait, ce qui va me manquer, en fait, là on fait du dire d'expert, c'est-à-dire que
Là, j'ai pas encore pris beaucoup de risques sur ce qu'il faudrait faire à Clermont-Ferrand. Là, j'ai survolé ce qui nous semblait être les enjeux des centres-villes, des villes moyennes. Bon, la situation de Clermont-Ferrand, il faut la comprendre, il faut l'objectiver. Aujourd'hui, quand un maire me dit aidez-moi, je lui dis d'abord, il faut que je comprenne, quoi. Il faut qu'on comprenne. Et pour qu'on comprenne, il faut passer du temps, il faut traiter de la donnée, il faut venir sur le territoire, il faut s'entretenir. Et donc, on a des méthodologies d'intervention qui nous permettent de bien sécuriser la situation du centre-ville et de l'économie locale. De quoi on souffre, en fait? On peut imaginer qu'on a un peu, malgré tout, les symptômes des villes moyennes, voilà, étalement urbain, perte des habitants en centre-ville, vacances commerciales, loyers trop élevés dans certains cas, des galeries marchandes qui se sont développées. À l'époque, moi j'ai vécu Jode 1 et Jode 2, c'était une vraie gageure. Hein. Il y a eu un développement, enfin il y a eu une modification du barycentre du centre-ville, hein, avec l'implantation. Fallait-il le faire, fallait-il pas le faire? Moi j'ai un gamin qui est fan de Lego, boutique Lego à Toulouse. Et donc nous avons pour claquer des ronds dans la boutique Lego de jeux. Donc, je ne suis pas capable de vous dire si c'est malin ou pas malin d'avoir développé le centre commercial de On te perd. en centre-ville